Bien, bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bonjour à ceux qui sont déjà arrivés depuis quelques temps. C'est la deuxième présentation. Donc après les cas d'usage qu'on a vus de chez Mal, ça tombe bien, on va faire un petit focus sur une grosse amélioration qui va apparaître dans Elasticsearch 7 et qui a été développée dans Lucene 8. Donc Lucene 8, c'est la librairie de recherche d'informations qui est utilisée par Elasticsearch. Donc en gros, Elasticsearch, c'est une couche qui a été faite au-dessus de Lucene pour rajouter la distribution à un moteur de recherche, donc à une librairie de moteurs de recherche. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un cas classique des moteurs de recherche qui est comment retrouver efficacement les top documents qui matchent une certaine requête. Donc comment retrouver les meilleurs documents par rapport à une requête donnée, qui est un cas vraiment classique, qui est même un cas qui a été discuté depuis des dizaines, voire des vingtaines d'années en informatique. Un petit mot sur Lucene. Je suis moi-même développeur sur Elastic, enfin chez Elastic, plus précisément dans l'équipe Search d'Elasticsearch. L'équipe Search d'Elasticsearch s'occupe principalement des problématiques de Search, pour être original. Sachant que la plupart des problématiques de search sont sur Lucene, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va rechercher efficacement dans un index, la plupart des gens de cette équipe sont aussi des committeurs Lucene. J'ai la chance d'être un committeur Lucene, on en a beaucoup chez Elastic, pas forcément que sur des sujets de search, puisqu'il y a aussi d'autres aspects dans Lucene qui sont importants. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que Elasticsearch a bien entendu une grosse dépendance envers Lucene. Lucene, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie qui est gratuite et open source, qui est développée par Apache, donc la fondation Apache. C'est ouvert dans le sens où n'importe qui peut télécharger le code et l'utiliser. Et c'est open source dans le sens où le code est visible par la totalité des gens. La façon dont les committeurs sont choisis dans Lucene, c'est au mérite, donc je vous invite à regarder la fondation Apache, comment ça marche. En gros, si vous êtes intéressé pour faire des contributions à Lucene, au départ ça passera par un Jira qui va être un endroit où vous allez pouvoir poster du code qui rajoute des fonctionnalités ou qui fixe des bugs dans Lucene. Et derrière, un committeur Lucene pourra récupérer votre patch, l'évaluer et potentiellement l'appliquer à Lucene, à la version de Lucene courante. Si ça se passe bien et si vous êtes motivé pour continuer à faire des contributions, au bout d'un moment, on peut arriver sur un vote interne des committeurs Lucene pour rajouter d'autres committeurs. Et c'est comme ça qu'au fil des ans, les committeurs Lucene ont été ajoutés dans le projet. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que toutes les choses dont je vais vous parler aujourd'hui ont d'abord été développées dans Lucene pour ensuite être utilisées dans Elasticsearch. Ça ne veut pas forcément dire que Elasticsearch n'a rien fait pour ce développement-là, puisque comme je vous ai dit, on est beaucoup de développeurs Lucene à l'intérieur d'Elasticsearch. Et d'ailleurs, sur le sujet ici présent, la plupart, je vais dire même pratiquement la totalité des développements ont été faits par des développeurs Elasticsearch. Alors, je suis assez content de ce slide. L'idée, c'est que Elasticsearch, c'est un moteur de recherche. Je sais que les choses ont évolué avec le temps. Je sais que Elasticsearch est utilisé dans énormément de use cases, mais le use case de départ, vraiment l'utilisation de départ, c'était un moteur de recherche. Quand Elasticsearch a été créé au-dessus de Lucene, le but, c'était de rajouter de la distribution au-dessus de Lucene de façon safe, donc de façon garantie, afin de ne pas perdre de données et afin surtout d'être scalable, donc dans l'idée de pouvoir avoir d'indexer des milliards de documents sur plusieurs machines à la fois et de pouvoir récupérer ces données de façon distribuée. Avec le temps, les usages ont changé, mais le cœur de métier d'Elasticsearch, ça reste un moteur de recherche et on va voir aujourd'hui pourquoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un moteur de recherche? Un moteur de recherche, la première fonctionnalité d'un moteur de recherche, c'est de pouvoir récupérer des documents qui matchent une query. Donc, de pouvoir récupérer des documents qui, par rapport à une requête, acceptent les clauses de la requête, c'est-à-dire matchent les clauses de la requête dans le texte ou dans les features qui sont ajoutées à ce document.
Quand on parle de top car retrieval, ici, on parle bien entendu de scoring. Un document, comment est-ce que la requête va se comporter par rapport à un document, donc à quel point la requête match un document, c'est ce qui va être calculé par ce qu'on appelle une scoring function, donc une fonction de scoring. Dans Lucene, on appelle ça une similarité, et on verra juste après quels sont les différents signaux qu'on utilise dans cette similarité, et quelles sont les différentes similarités, puisqu'il en existe plusieurs, que l'on peut utiliser dans Elasticsearch, et bien entendu par extension dans Lucene. Au niveau des requêtes, donc de la possibilité des requêtes dans Lucene et dans Elasticsearch, vous avez eu une présentation juste avant qui vous présentait quelques fonctionnalités de recherche présentes dans le query DSL d'Elasticsearch, qui est assez gros. C'est une des raisons pour lesquelles la requête qu'a présentée Hugo faisait 400 lignes. 400 lignes, ça fait beaucoup, ça veut dire qu'on est capable de faire beaucoup de choses dans une requête, mais surtout, ça veut dire qu'il y a beaucoup de types de requêtes. Donc un type de requête que je donne ici, par exemple, c'est les requêtes de position. Donc, je vais pouvoir récupérer des documents qui matchent une certaine phrase ou qui matchent un certain nombre de termes qui ont des positions approchées. Donc je veux que les documents qui ont le mot fou et le mot bar proches matchent et ceux qui l'ont trop éloigné ne matchent pas. C'est toutes ces possibilités-là qui font d'Elasticsearch et de Lucene par extension, ou plutôt le contraire, un moteur de recherche puissant qui avec le temps a évolué. Et il a évolué en tant que moteur de recherche pour rechercher autre chose que juste des données textuelles. Un exemple, c'est les range queries. Donc les range queries, c'est je veux être capable de trouver tous les documents qui vont matcher sur une période de temps. Donc dans mon document, je vais indexer des dates, par exemple, et je vais essayer de retrouver tous les documents qui matchent entre une certaine date et une certaine date. Ça a permis, grâce à de nouvelles data structures qui ont été rajoutées dans Lucene, de rajouter d'autres fonctionnalités qui, au final, ont fait évoluer les usages vers plus que juste un moteur de recherche, qu'on a appelé un peu plus tard un Analytics Engine, qui est vraiment un moteur d'analyse de vos données. On va faire quand même une petite parenthèse sur le fait que ici, on va s'intéresser vraiment à l'aspect Search Engine, donc l'aspect moteur de recherche. On ne va pas s'intéresser à l'aspect analytique, donc je ne vais pas parler d'agrégation, je ne vais pas parler de facettes, je ne vais pas parler de dog value, etc. La seule chose dont je vais parler aujourd'hui, c'est de recherche textuelle et de scoring. Une chose qui est importante quand on parle de top car retrieval, c'est la façon dont Elasticsearch, ou en tout cas Lucene, va matcher des documents. Quand on recherche les n meilleurs documents pour une requête, il y a deux choses. Dans le résultat de la requête, il va y avoir bien entendu les top documents qui ont matché. Et il y a une deuxième information qui est importante, qui est ici, qui est le total hit count. Donc le total hit count, ça va être le nombre de documents qui valident ma requête, c'est-à-dire qui sont acceptés par ma requête. Cette information-là, on va le voir juste après, elle peut avoir beaucoup d'informations pour vous, c'est-à-dire elle peut être très importante pour vous, comme elle peut être juste un signal de plus dans votre réponse. Et on va voir, dans les exemples qui vont suivre, pourquoi est-ce que cette information-là pourrait pourrait être très importante dans l'optimisation que je vais vous décrire. Commençons par un petit exemple. On a tous eu une recherche qui, dans Elasticsearch, mettait énormément de temps à répondre. Ici, un petit exemple. J'ai indexé la Wikipédia, ou on a indexé la Wikipédia tous ensemble pour faire un petit test. On a indexé la totalité de la Wikipédia et puis on veut faire une première requête. Et notre première requête, c'est une match query sur le body. Donc le body, c'est vraiment le contenu de chaque page Wikipédia. Et cette super requête, c'est The Big Lebowski, donc du film des frères Cohen. Et donc je lance cette requête. Et en lançant cette requête, je me rends compte que ça prend du temps. La réponse prend quelques secondes. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi cette requête peut prendre du temps? Le default opérateur. Alors, qu'est-ce qu'il est, le default opérateur, là? Il est où? Alors, Oui, je vais aller trop vite, pardon. Dommage. Mais oui, tout à fait. Donc, la première chose, c'est qu'une match query, par défaut, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre un default opérateur. Donc, le default opérateur, ici, ça va être l'opérateur qu'on va appliquer pour joindre les différents termes. Donc ici, on a 3 termes, dépendant bien entendu de l'analyseur que vous allez appliquer, mais on va dire qu'on applique un analyseur standard. Si j'applique un analyseur standard, je vais me retrouver avec 3 termes, The Big Lebowski. Le problème, si j'applique l'opérateur par défaut, c'est-à-dire un OR, je vais me retrouver avec tous les documents qui matchent The, qui vont être retournés par ma requête. Et donc, dans ma réponse, je vais me retrouver avec
quelque chose comme ça, c'est-à-dire un total qui est pratiquement la totalité des pages de la Wikipédia en anglais, puisque le mot the apparaît dans toutes les pages de la Wikipédia en anglais. La deuxième chose qui est importante à noter sur les options par défaut qui sont rajoutées lorsqu'on reçoit la requête, c'est les options de size, donc les options de taille, le nombre de hits que je veux retourner dans ma requête, et le tri implicite qui est ajouté à ma requête, qui est ici basé sur le score. Donc à chaque fois que je fais une requête Elasticsearch, si vous ne donnez pas le critère de sort est choisi comme étant le score. D'accord ? On va voir dans le prochain slide comment est-ce que le score est calculé, mais la première chose à noter ici, c'est que je pourrais changer l'opérateur pour en faire un AND, mais je vais perdre quelque chose qui est très important dans une requête, c'est le recall. Donc c'est vraiment être capable de prendre en compte tous les mots de la requête et de pouvoir avoir des mots qui sont optionnels dans ma requête. C'est-à-dire que si j'ai des mots qui sont trop spécialisés, peut-être que le nombre de documents que je vais remonter, ou en tout cas les documents que je vais remonter, je n'aurai pas assez de documents à remonter, donc à montrer à mon utilisateur. Donc on va voir avec les optimisations qui sont apportées, comment est-ce que cette distinction entre OR et AND a changé avec les nouvelles optimisations qui vont avoir lieu, qui ont été mises en place dans Elasticsearch 7 et Lucene 8. Mais d'abord, on va commencer par comment marche le score dans Elasticsearch. Donc il y a un changement qui a été fait il y a peu de temps. C'est intéressant qu'Hugo ait abordé le problème. Jusqu'à Elasticsearch 5, on utilisait une formule qui s'appelle le TF-IDF. Le TF-IDF, c'est très connu, ça marche bien, voire très bien, mais il y a un gros problème, c'est que, je n'ai pas la formule ici, mais elle est très simple, on va prendre la fréquence interne du terme dans le document et on va la multiplier avec ce qu'on appelle l'IDF. Donc l'IDF, c'est l'Inverse Document Frequency, ça va être le nombre de fois où le terme apparaît dans mon corpus dans sa globalité. Le problème avec une formule comme ça, c'est que le score n'a pas de limite. C'est-à-dire plus mon mot apparaît dans un document et plus mon score va augmenter. Donc entre un document qui contient 1000 fois le mot Java et un document qui contient le mot une fois, il va y avoir une très grosse différence de score. Ce que BM25 apporte, c'est un palier sur la fréquence, et ce palier sur la fréquence, il est ici matérialisé par le paramètre K1, qui va être ici utilisé pour permettre de limiter l'influence de la fréquence interne dans le document. Par défaut, cette valeur est à 1.2, 1,2, ce qui veut dire qu'on va donner une importance faible à la fréquence, et puis bien entendu, on peut l'augmenter ou le baisser suivant l'importance que l'on veut donner à la fréquence interne dans le document. Ce changement a été très important pour Elastic, pour la simple et bonne raison qu'on a maintenant par défaut un score qui a une limite. C'est-à-dire on peut calculer un score maximal pour un terme, et ce score maximal pour un terme, on sait qu'il ne va pas grossir indéfiniment. C'est-à-dire que si j'ai un nouveau terme qui a 1 milliard de fois qui a une fréquence de 1 milliard, pardon, le score va suivre un plateau. La deuxième chose qui est importante et qui est partagée par la formule de TF-IDF, c'est que dans une formule comme ça, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on fait une somme. Donc en gros, on fait la somme du score BM25 de chaque terme. Chaque terme ici est complètement indépendant de l'autre. Ce qui veut dire que si j'ai 3 termes dans ma query, les 3 termes auront des scores indépendants des autres et ne vont pas influencer les scores des autres. Et donc, avec ce postulat de départ, on va pouvoir appliquer des signaux de ranking qui vont avoir un comportement déterminé. Donc déterminé, c'est-à-dire il suffit que je remplace les K1, les fréquences et les B dans la formule par les valeurs dans mes documents et les valeurs d'options que je donne à Elasticsearch pour calculer un score qui sera le score unique de chaque terme. Donc quels sont les facteurs de score? Donc quels sont les facteurs qui sont utilisés pour influencer sur ce score? Je vous ai parlé de l'IDF, donc c'est la fréquence inverse du terme dans le corpus. Ce facteur, il est le même pour tous les documents dans mon corpus. D'accord? Donc si j'ai un terme Java, je connais sa fréquence globale dans mon corpus et je vais pouvoir appliquer ce score sur tous les documents qui ont le mot Java, qui contiennent le mot Java.
Un autre facteur, c'est la fréquence interne. Donc c'est ce qu'on appelle TF de Q de I, Q de I étant le IM terme dans ma requête. Cette fréquence interne par document, elle est bien entendu différente par document. Chaque document a une fréquence interne différente d'un autre, elle peut être égale bien entendu, mais elle est en tout cas inhérente au document, c'est-à-dire qu'elle est contenue dans le document, et donc il va falloir qu'on récupère le document pour être capable de calculer son score. Le dernier facteur qu'on va utiliser, qui est toujours différent par document, c'est la norme, ce qu'on appelle la norme, qui en gros peut être remplacée par la longueur du champ, donc la longueur du champ qui peut être calculée de différentes façons. On peut prendre le nombre de caractères dans le champ, le nombre de termes. La littérature sur BM25 n'est pas très précise là-dessus. En gros, on peut prendre ce qu'on veut, ce que l'on veut, qui matérialise d'une façon ou d'une autre la taille du champ. Dans la formule qui est ici, c'est matérialisé par la petite formule à droite avec le paramètre B. Et le paramètre B ici va permettre, de la même manière que K1, de déterminer l'importance de ce facteur dans la formule. Par défaut, il est à 0,75, je crois, donc ça donne une certaine importance. Encore une fois, tout ça, c'est des choses qui sont changeables, qui sont customisables à l'intérieur d'Elasticsearch, sachant que les données par défaut ont été calculées sur des corpus de base, comme la Wikipédia, etc., et se comportent bien sur des cas simples. Mais bien entendu, dès qu'on est dans des cas vraiment très spécifiques, c'est des choses qu'on va devoir tuner. Donc ça, c'est les facteurs de score qu'on utilise. Et on a bien vu qu'il y avait deux sortes de facteurs, des facteurs qui étaient pour tous les documents les mêmes et d'autres facteurs qui dépendaient de chaque document. Alors, il y a une question qui se pose, comment est-ce qu'on va pouvoir, si on veut récupérer les top N documents, comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser ça? Je vous ai parlé d'une optimisation de comment est-ce qu'on va retrouver les meilleurs documents qui matchent une requête. Ici, le premier problème que l'on doit traiter, c'est le fait qu'à partir du moment où je fais une requête à Elasticsearch, il y a un postulat de départ qui a été fait depuis la première version d'Elasticsearch et même depuis la première version de Lucene, c'est qu'on va scorer tous les documents qui matchent la requête. Donc dans mon premier exemple, j'ai The, Big, Lebowski, je vais scorer tous les documents qui contiennent The, même s'ils ne contiennent pas Big, même s'ils ne contiennent pas Lebowski. Si j'ai 5 millions de documents, je vais regarder ces 5 millions de documents les uns après les autres, les scorer les uns après les autres pour récupérer les 10 meilleurs. Donc pour récupérer 10 documents, j'ai regardé 5 millions de documents. De la même manière, si ces 5 millions se transforment en 5 milliards, j'ai toujours besoin des 10 meilleurs, je vais quand même devoir scorer les 10 milliards de documents qui ont matché ma requête. Alors ça, bien entendu, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que ça veut dire que la scalabilité du moteur, elle est en question. Puisque la scalabilité, ça voudrait dire, si je rajoute des documents, est-ce que ma requête va être plus lente? La réponse, elle est bien entendu oui. À partir du moment où plus je rajoute des documents qui peuvent matcher mes requêtes, plus j'ai de chances de scorer de plus en plus de documents à chaque fois que j'en rajoute. Alors on a bien entendu des façons de remédier à ça. Vous pouvez acheter plus de machines. Vous pouvez vous acheter, si vous êtes Google, vous pouvez acheter des milliers de machines et vous n'aurez pas trop de problèmes. Si vous n'êtes pas Google, ça sera plus compliqué d'acheter des milliers de machines. Malgré le fait que vous ayez des besoins qui sont qui continuent de grimper, c'est-à-dire vous aurez plus de documents, plus de requêtes qui arrivent. Alors heureusement, cette question a été posée et elle a des réponses. Et elle a des réponses qui sont en fait assez vieilles. Elle a des réponses qui sont assez vieilles et qui datent, pour en tout cas la littérature scientifique, depuis le début des années 2000. Un premier exemple a été donné en 2012 pendant une conférence qui s'appelle Berlin Buzzword. Stéphane Paul, qui est quelqu'un qui s'intéresse à Lucene et qui travaillait sur Lucene à l'époque, a proposé d'implémenter ce qu'il a appelé MaxScore. Et en fait, MaxScore, ce n'était pas quelque chose d'original, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Il a proposé un prototype qu'il a implémenté dans Lucene et qu'il a présenté donc en 2012, donc ça fait déjà quelques temps, qui, dans l'idée, allait améliorer les disjonctions, donc toutes les requêtes que vous avez qui sont des OR entre chaque terme, donc The, OR, Big, OR, Lebowski. Et l'idée, c'était de pouvoir accélérer ces disjonctions en essayant de ne pas regarder tous les documents. Donc de pouvoir skipper, de pouvoir sauter des documents dont on sait qu'ils ne sont pas compétitifs. Et on verra après ce que ça veut dire. L'idée de MaxScore, c'est que, puisque chaque terme est indépendant dans la requête dans la formule BM25, et en fait, dans chaque formule de similarité qu'on a dans Lucene, on a ce postulat de départ qui est que chaque terme est indépendant, on va pouvoir, au moment de l'indexation, enregistrer le max score de chaque terme. Donc par exemple, pour Big, ou pour Lebowski, ou même pour The, je vais pouvoir, dans mon index,
calculer le score maximal au moment de l'indexation. Comment je fais? Je prends la fréquence interne de chaque document, je prends la norme de chaque document, j'applique le score, je l'applique sur tout le monde, et puisque j'indexe tout le monde, ça ne me coûte pas plus cher que d'indexer, puisque c'est déjà, je dois de toute façon visiter tous les documents, puisque je dois les indexer au moment de la requête. Calculer le max score, c'est juste appliquer une formule en plus. Et donc je peux calculer ce max score, et avec ce max score, on va prendre un exemple ici. Qu'est-ce que je peux faire? Si j'ai une requête simple comme Meetup hors Paris, et imaginons que j'ai indexé le web ou n'importe quel dataset qui pourrait avoir ces deux termes dans des documents, au moment de l'indexation, j'ai calculé que le max score de Meetup dans mon corpus global était de 3.0. D'accord? Donc 3. D'accord? Par rapport à la formule de BM25 que j'ai donnée. Le max score de Paris, c'est 5. Donc je sais que, en tout cas, si je n'utilise que la formule BM25, si j'utilise qu'une match query, le score maximal de ma query, ce sera 8. D'accord? Un document qui match et Meetup et Paris. Ce sera le score maximal qu'il peut avoir. À partir de ce postulat, une fois que je recherche mon top n, donc ici prenons 10, à partir du moment où dans mon top n, le moins bon document a dépassé 3.0, c'est-à-dire le score de Meetup, je peux passer d'une disjonction, donc qui est Meetup hors Paris, il faut soit contenir l'un, soit contenir l'autre, à une requête qui est beaucoup plus rapide, qui va être « je dois avoir le mot Paris pour trouver un nouveau document qui sera compétitif ». Pourquoi? Parce que si je trouve que le mot Meetup, le meilleur score que je peux trouver, ça sera 3. Et pourtant, j'ai déjà quelqu'un qui a 3 dans la liste des meilleurs documents que j'ai trouvés jusqu'à présent. Et donc l'idée, c'est vraiment, à partir du moment où j'ai dépassé un certain palier, je vais pouvoir me mettre à sauter des choses. Donc je vais pouvoir me mettre à sauter, en tout cas, au prochain document qui contient le mot Paris, directement, etc., etc. Donc ça devient très intéressant si les deux termes ont des scores très différents. Donc si par exemple je fais The Beatles, The il va avoir un score qui va être très petit, puisque potentiellement l'IDF, dans ce cas-là, va faire qu'on va prendre en compte le fait qu'il apparaît dans énormément de documents, donc on va trouver qu'il n'est pas très relevant par rapport à la requête. Par contre, le mot Beatles sera peut-être beaucoup plus relevant, et donc cette différence de traitement entre les deux fait que le mot Beatles, le fait qu'il soit beaucoup plus discriminant, va me permettre très vite d'arriver à ce palier. Et une fois que je suis arrivé à ce palier, je peux changer ma requête d'un OR en quelque chose qui a un terme optionnel et un terme obligatoire, ce qui change totalement la façon de matcher une requête. Malheureusement, et on est encore en 2012 à ce moment-là, on a une grosse limitation. Le max score de chaque terme, il va dépendre de la fréquence du terme dans tous les segments. Donc en gros, c'est l'IDF. L'IDF du mot Beatles, il va changer à chaque fois que je rajoute un nouveau document, ou en tout cas, il peut changer à chaque fois que je rajoute un nouveau document. Donc le problème de cette première implémentation, c'est que ce max score était appliqué qu'à des index statiques. Statique dans le sens où une fois que j'ai calculé mon max score, si je rajoute un document, mon max score il est invalidé. Et bien entendu, je ne peux pas recalculer mon max score à chaque fois que j'ajoute un document. Ça coûterait trop cher. Donc cette limitation a fait que de 2012 jusqu'à à peu près l'année dernière, un peu plus tard, cette issue elle est restée sur le côté avec l'idée que ce serait bien de l'avoir, mais on n'est pas capable de le faire d'une façon acceptable. Alors c'est resté vrai jusqu'à l'année dernière, et encore plus après le passage vers un défaut qui va être BM25. Alors l'idée, elle est revenue sur la table, en tout cas elle est revenue sur la table des développeurs Elasticsearch, et aussi par extension des développeurs Lucene, puisque cette issue a eu beaucoup de popularité après. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on a un scoring qui est capable d'avoir un palier, c'est-à-dire qui ne va pas tout le temps augmenter avec la fréquence, appliquer max score peut vraiment avoir des effets gigantesques. Je ne vous ai pas dit ici, mais sur le premier prototype, on parle de requêtes qui sont 8 fois plus rapides. 8 fois plus rapide, ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à ce genre de choses. 8 fois plus rapide, personnellement, si j'arrive à ce genre de choses-là, je m'arrête de travailler pendant une semaine et puis je prends des vacances. C'est le genre de facteur qui fait plaisir. Surtout si c'est des requêtes aussi fondamentales qu'une disjonction. Toto or Titi, c'est quelque chose qui arrive tous les jours sur Elasticsearch, c'est quelque chose qui arrive tous les jours sur Lucene. Lucene, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Ce n'est pas quelque chose où chaque jour, on a des nouvelles personnes qui arrivent en disant « j'ai un super algorithme qui va permettre de multiplier les performances par 8 ». Bon.
Alors c'est dommage que c'est resté pendant 6 ans sans activité, mais vraiment la chose la plus importante ici, c'est qu'on est capable d'avoir des objectifs qui sont très très grands. Donc à partir de ces objectifs-là, on s'est décidé à essayer de trouver une solution pour étendre la première solution, donc le premier prototype qui a été fait, pour passer d'un index statique à un index dynamique. Alors comment on a fait ça? Alors comme je vous ai présenté au début, on a plusieurs facteurs de score dans la formule BM25. On a des facteurs qui sont dépendants de l'index, donc qui sont dépendants des documents qui ont été ajoutés, puis on a des facteurs qui sont dépendants de chaque document, donc qui vont être récupérés dans chaque document. Ces deux facteurs qui vont être utilisés par toutes les similarités d'Elasticsearch, de Lucene, pardon, pas simplement BM25, ce sont la fréquence interne du document et sa norme. D'accord? À partir du moment où ces deux facteurs sont récupérés d'un document, on est capable de calculer le score du document par rapport à un certain terme. Donc l'idée, au lieu d'indexer le max score, puisque le max score va être dépendant de l'IDF, on va indexer cette paire de signaux, mais au lieu d'indexer cette paire de signaux pour tous les documents, puisque dans ce cas-là on l'a déjà, on va indexer que les meilleures paires. Alors les meilleures paires pour un segment donné, ça va être les meilleures fréquences dans le segment, donc les meilleures fréquences pour un terme donné dans le segment, et les normes, ça va être les meilleures normes, donc les plus petites normes, dans un segment donné. Et donc à partir du moment où on est capable de faire cette indexation-là, au lieu d'indexer un max score, on va indexer ce qu'on va appeler des impacts, et les impacts, on va indexer les meilleurs impacts qui vont nous permettre au moment de la requête de calculer dynamiquement le score. Et donc on va mixer l'IDF, qui est la fréquence globale du document, avec ces paires de fréquences et de normes qui vont nous permettre de calculer dynamiquement pour chaque segment le score maximal pour chaque terme. Cette petite optimisation ou ce petit changement a fait qu'on a été capable d'appliquer maintenant cette optimisation sur des index dynamiques. Et donc maintenant, on peut rajouter des documents à la volée et continuer à calculer non plus des max scores mais des impacts, donc les meilleurs impacts dans un index donné, afin de pouvoir appliquer. Alors normalement, ce qu'on avait dans le premier prototype, c'était un algorithme qui s'appelait max score. Il a été refait un petit peu en 2003 par Broder et al. Avec un nouveau nom qui est le weekend. Alors c'est assez drôle parce que ça fait wend. Wend en anglais, ça fait baguette magique. Donc, bon, voilà. C'est un peu de la magie qui est faite sur le score afin d'améliorer les temps de réponse des requêtes. C'est un petit peu plus fine-grained que MaxScore dans le sens où on va être capable d'assigner un seul set de termes et on va assigner des poids à chaque terme qui va être dans ce cas-là le score maximal de chaque terme. Et à partir du moment où la somme des poids dépasse un certain palier, on va être capable de ne plus évaluer tous les documents qui matchent la query. Je vais donner des exemples après. Alors c'est super, on est capable maintenant d'appliquer MaxScore ou plutôt quelque chose qui s'appelle weekend, donc le WAND, pardon, à un index Lucene, par extension à un index Elasticsearch. Mais on a un deuxième problème qui est que même si on indexe des impacts, c'est-à-dire on n'indexe plus des max scores qui vont être statiques, mais on indexe des choses qui vont pouvoir être dynamiques, on a quand même un problème, c'est que dans un segment, il suffit qu'il y ait un document qui ait une énorme fréquence ou une très bonne norme pour que le max score, en fait, qu'on calcule, ne soit plus très précis. C'est-à-dire qu'on a un outlier, on a un document qui est bien meilleur que les autres, et donc on n'atteindra jamais ce max score, parce que potentiellement, ce document-là est le seul dans ce cas-là. Les autres documents vont avoir des scores beaucoup plus petits. Donc l'idée pour améliorer ça, ça a été au lieu d'indexer les impacts par segment, donc les segments c'est un amas de documents qu'on va mettre ensemble, donc ça peut être 1 million de documents, 100 documents, dépendant des merges qui vont être faits dans votre index. Au lieu de le faire par segment, donc des segments qui peuvent être très gros, on va le faire par bloc. Et donc par bloc, on va être capable d'indexer tous ces impacts, donc toutes ces listes de meilleurs impacts, afin de pouvoir appliquer notre algorithme, donc notre weekend, mais au niveau bloc. Et donc ce qu'on va appeler un bloc max WAND va pouvoir marcher non plus que sur des disjonctions, mais aussi sur des conjonctions. Donc quand vous faites the, and, big, Lebowski.
L'idée, c'est vraiment qu'à partir du moment où vous pouvez marcher par bloc, ça veut dire qu'on est capable de sauter des blocs complets de documents pour lesquels la somme des scores maximum n'est pas compétitive. Donc si j'ai 3 termes, je regarde dans mon bloc, je fais la somme des meilleurs scores de ces 3 termes-là. S'il atteint un certain nombre et que ce nombre est inférieur au moins bon document que j'ai dans mon top n à cet instant t, je vais pouvoir sauter ce bloc entièrement. Et ce bloc, c'est là où c'est intéressant, c'est que ce bloc, il va être indexé dans ce qu'on appelle des skip lists. Donc les skip lists sur les listes inversées, c'est ce qui va nous permettre de sauter d'un document à un autre sans avoir à regarder tous les documents. Donc si vous en êtes au document 43 et que vous voulez sauter au document 172, vous n'allez peut-être pas passer chaque document les uns après les autres. On n'a pas moyen de connaître l'adresse directe du document 72 dans la liste inversée, donc on va utiliser ce qu'on appelle une skip list, qui est dans l'idée, en gros, des blocs qui divisent les listes inversées en blocs de différentes tailles, avec différents niveaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails si ça vous intéresse, il y a une grosse littérature là-dessus. Et on va pouvoir enregistrer les adresses de départ de chaque bloc, c'est-à-dire le premier document qui apparaît dans ce bloc et le dernier document qui apparaît dans ce bloc. On a réutilisé cette infrastructure-là pour rajouter nos impacts. Et en gros, on se retrouve avec des skip lists dans lesquels on va pouvoir retrouver les adresses des documents qui matchent et en plus les impacts associés à ce bloc-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où on est capable d'avoir par bloc le meilleur score, on va pouvoir appliquer cette optimisation à beaucoup plus de queries. Au départ, on était parti sur juste les disjonctions. On pouvait faire x8, mais en fait, on a énormément de queries dans Elasticsearch ou dans Lucene qui peuvent utiliser cette optimisation. Alors, je vous mets quelques exemples ici, ils ne sont pas exhaustifs, on en a beaucoup et ça va continuer avec le temps, on va continuer à appliquer cette optimisation à de plus en plus de queries. La phrase query, donc la phrase query, cette fois-ci on ne va pas utiliser les blocs, on va juste rajouter une petite subtilité qui est, à partir du moment où on a matché tous les termes qui apparaissent dans la phrase, on va s'autoriser à ne pas regarder les positions de chaque terme si le score maximum est plus bas que le minimum score. Alors l'idée c'est qu'une phrase query, quand on va l'évaluer, le score maximal il est basé sur la fréquence maximale que la phrase peut avoir dans le document. Et la fréquence maximale que peut avoir la phrase dans le document, ça va être la fréquence minimale du terme, la fréquence minimale d'un des termes de la query. Donc si j'ai The Big Lebowski, généralement ça sera Lebowski qui apparaît moins que les autres. Et donc s'il a une fréquence de 4 dans le document, ça veut dire que ma phrase, au mieux, elle pourra apparaître que 4 fois. Et donc je suis capable, avant même d'avoir regardé les positions dans lesquelles matchent mes termes, de savoir que potentiellement, cette phrase query peut avoir une fréquence interne de 4. Je connais sa norme, je connais les impacts, je connais l'IDF, donc je suis capable de calculer un max score. La synonyme query, c'est quelque chose d'assez intéressant qui permet de scorer de façon identique des termes qui sont synonymes entre eux. Donc je fais comme si c'était le même terme qui avait été indexé, alors qu'en fait, c'est des termes différents. L'idée ici, c'est pour faire une petite digression sur le fait qu'on va pouvoir merger ces impacts. Donc j'ai des impacts qui viennent d'un terme, des impacts qui viennent d'un autre terme. Je vais pouvoir faire une somme des meilleurs impacts, donc de la liste de mes meilleurs impacts par liste, pour pouvoir calculer le score maximal qu'un terme qui a été mergé avec d'autres termes pourrait avoir. Enfin, la Boolean query, qui est la chose la plus importante, c'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir mixer des termes entre eux, elle va aussi avoir cette optimisation en place avec deux choses intéressantes. La première, c'est qu'on va pouvoir donc appliquer le week-end sur des disjonctions, on va pouvoir appliquer sur des conjonctions, mais on va aussi pouvoir appliquer sur les subclauses, donc sur les clauses qui sont internes à la query booléenne. À partir du moment où je connais les max scores au niveau 0, c'est-à-dire au niveau root, je vais pouvoir propager ces min scores, puisque c'est les min scores ici qui nous intéressent, à mes clauses, à mes subclauses. Et dépendant du type de mes subclauses, je vais pouvoir sauter des blocs, ne pas checker les positions si c'est une phrase query, etc. Enfin, et pour finir là-dessus, une optimisation possible peut être appliquée aussi sur une query toute simple comme un must shoot, par exemple. Donc un must shoot, c'est j'ai un terme qui est obligatoire, un terme qui est optionnel. À partir du moment où mon minimum score, il a un score qui est plus grand
que le maximum score de mon terme requis, je peux passer la clause should en clause non optionnelle. D'accord? Donc je peux transformer une must should en must must, ce qui est le must. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau breaking changes? Donc qu'est-ce qu'on a dû casser pour permettre ça? Il y a plusieurs choses sur lesquelles je ne suis pas revenu. C'est le fait que cette optimisation ne marche que si les scores sont positifs. C'est-à-dire que chaque clause doit ajouter au score. Si une clause peut avoir un score négatif, toutes les optimisations dont je vous parle ici sont cassées, puisqu'on se retrouve avec des clauses qui peuvent avoir un effet global sur le score qui est négatif. Donc à partir de Elasticsearch 7 et de Lucene 8, toutes les clauses de toutes les requêtes à l'intérieur d'Elasticsearch vont devoir retourner des scores qui seront positifs. Un autre changement qui est très important, c'est le fait que, je vous ai dit tout à l'heure qu'on indexe des impacts. On va avoir un postulat de départ qui est très important de respecter pour les similarités. Donc on a des similarités par défaut qui sont les similarités dans Elasticsearch, qui sont BM25, on a encore TF-IDF, on en a d'autres par défaut. Toutes celles-là vont respecter les deux postulats que je vous donne ici, qui sont le score de similarité ne doit jamais baisser si la fréquence du terme augmente. Donc si vous avez une fréquence interne d'un document si vous avez deux documents avec une fréquence de 5 et une fréquence de 8, le document avec la fréquence de 8 doit avoir un meilleur score, donc il doit forcément augmenter. De la même manière, pour la norme, si vous avez deux documents avec la même fréquence mais une norme différente, si la norme est plus petite, le document avec la norme plus petite doit avoir un score qui augmente. Et donc avec ces deux postulats, on va pouvoir appliquer toutes les optimisations dont j'ai parlé au départ. À partir du moment où on casse un de ces deux postulats, on casse toute l'optimisation qui est derrière. Un des gros problèmes qu'on doit faire face aujourd'hui, c'est le fait que ces choses-là sont très difficiles à vérifier si vous avez des similarités custom. L'idée, c'est si vous développez vous-même votre similarité, si vous développez vous-même votre super formule BM25 améliorée, etc., nous, on a dans la documentation et dans le code des petits tests qui vont tester des cas de scoring, mais on ne va pas pouvoir tester tous les cas possibles. On ne va pas pouvoir vous donner toutes les possibilités de fréquence et de normes à votre custom similarité pour valider qu'elle est utilisable avec l'optimisation qu'on a. Donc si vous avez des custom similarités, c'est quelque chose que vous devez vérifier vous-même et être sûr que vous ne cassez pas ces postulats. Le dernier breaking change qui est vraiment très important, c'est le fait que à partir du moment où on va pouvoir sauter des documents qui ne sont plus compétitifs, ça veut dire que le nombre total de documents qui matchent la query n'est plus précis. Ce qui veut dire que pour la query The, or, Big, or, Lebowski, qui je vous ai montré a matché 5 millions de documents, peut-être que grâce à cette optimisation, j'aurai besoin de regarder que 50 documents. Et si j'ai regardé que 50 documents, j'ai aucun moyen de dire « Ah non, en fait, ce n'est pas 50 documents, elle match 5 millions de documents. » Alors vous me direz, en fait, il y a quelque chose de très simple dans une disjonction. Puisque une disjonction, c'est juste, à partir du moment où le terme apparaît, où le document a un des termes de la query, on va pouvoir dire que le document match. Donc ça voudrait dire que la fréquence de the va vous donner le nombre de documents qui matchent la query. D'accord ? Le problème, c'est que bien entendu, je vous ai montré juste avant qu'on applique cette optimisation à plusieurs sortes de queries, pas que à la disjonction. Et donc on va se retrouver avec un nombre total de hits qui ne sera plus précis. Et donc, on va le voir juste après. Qu'est-ce qui a changé dans Elasticsearch par rapport à ça? L'idée de départ, c'est qu'on va pouvoir vous donner par contre ce qu'on appelle un lower bound. Donc, on va pouvoir vous donner le nombre minimal de documents qui ont matché la query. Et je vais vous montrer comment on fait après. Une petite digression sur les résultats. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, parfois, quand on fait des x8, on est content et on part une semaine en vacances. Quand on a vu ces résultats-là, bon, peut-être pas 2 semaines de vacances, mais bon, on était content. On était content. L'idée, c'est que ici, c'est des benchmarks qu'on exécute sur Lucene et qui sont la plupart basés sur la Wikipédia. Les QPS que vous voyez, donc les tasks QPS que vous voyez à gauche, c'est les types de requêtes qui ont été envoyées. Donc un AND-II, c'est une boolean query qui contient 2 termes requis et qui ont des grosses fréquences. Et on voit, sur la baseline, on était à 37 requêtes par seconde et on est passé à 118 requêtes par seconde, donc une amélioration de 213%.
Si on continue avec un low terme, donc c'est un seul terme dans ma requête qui a une petite fréquence, on passe de 909 QPS à 3379, donc encore 200% de... On peut continuer comme ça, et puis on voit derrière qu'on a des 1700%, des 1500%. Bon, bien entendu, tout ça, c'est des choses qui sont très relatives, c'est-à-dire que c'est un benchmark sur un dataset donné, donc on ne garantit pas que vous aurez les mêmes gains de performance sur n'importe quel dataset, mais ça vaut le coup de tester. Ça vaut le coup de tester, parce que quand on voit des chiffres, quand on voit des améliorations à 3-4 chiffres comme ça, on peut faire des grosses économies au niveau des nombres de machines qu'on utilise, au niveau du nombre de documents qu'on va indexer, au niveau du nombre de requêtes qu'on va pouvoir traiter en même temps. Alors, je suis un peu en retard, mais on va dire que les pizzas vont rester chaudes encore 5 minutes. Je vous ai parlé de données textuelles, donc de scoring textuel. Comment est-ce que je vais pouvoir donner un score à mes données textuelles, c'est-à-dire à mes requêtes qui vont se faire sur des termes, donc The Big Lebowski. Une grosse question qui a été aussi abordée par Hugo dans le talk précédent, c'est comment est-ce que je vais pouvoir mixer ça avec des signaux statiques. Donc un signal statique, ça peut être par exemple la mesure de popularité de mon document. Ça peut être à quel point mon document est récent. Ça peut être n'importe quelle, en gros, formule qui va permettre d'appliquer un signal statique numérique et le mixer avec ma requête. Alors, ce qu'on a rajouté en Lucene 8, c'est ce qu'on appelle la feature query. Et cette feature query, elle va utiliser toute l'infrastructure qui est en place pour le max score, mais elle va être appliquée à des signaux numériques. L'idée, c'est d'utiliser les termes frequency à l'intérieur de chaque document. Donc, on va avoir des listes inversées qui ne vont plus être des listes inversées de termes, mais qui vont être des listes inversées de signaux statiques numériques. Et chaque document va avoir, à la place d'une term frequency associée à cette donnée statique, la valeur de ce signal. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour pouvoir réutiliser l'infrastructure qui est en place sur MaxScore. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour appliquer ça dans une formule mixée avec BM25? On va fournir 3 formules qui ont été développées spécifiquement pour être mixées avec BM25. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des scores qui vont pouvoir être ajoutés à BM25 et qui vont pouvoir être comparables avec BM25. Donc les 3 fonctions qui sont disponibles, c'est une fonction logarithmique qui va toujours augmenter, c'est-à-dire plus S est grand, plus ça augmente. Bon. On va avoir une fonction de saturation qui va utiliser un pivot et qui va nous permettre d'avoir une saturation dans le score de notre signal statique. Et on a aussi une autre fonction sigmoïde qui est un peu la même chose que la saturation, mais avec un peu plus de paramètres. La chose importante à noter quand on voit ces 3 formules-là, c'est que ces 3 formules-là, elles ont des paramètres. Ces paramètres sont par exemple S qui est un pivot ici, non S pardon, qui est le signal statique, mais pour le cas de la saturation, ça va être K, et K ici est un pivot, donc le pivot que vous avez utilisé pour saturer votre fonction. Donc toutes ces choses-là sont des choses qui sont assez difficiles à tuner. Pour les tuner, il va vous falloir la plupart du temps un ensemble de requêtes de tests et faire du learning to rank ou des choses comme ça. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a mis des valeurs par défaut qui sont calculées à partir du corpus. Donc par exemple, pour la fonction de saturation, si vous ne donnez pas de pivot, il va être calculé comme étant la moyenne géométrique de votre signal statique à l'intérieur de votre corpus. Et la plupart du temps, en tout cas, les papiers qui ont été décrits sur le sujet ont montré que ça marchait bien sur la plupart des cas. Un petit exemple, qu'est-ce que ça veut dire mixer les scores? Ça veut dire ici, j'ai une bool query qui a un must avec ma match query qui est Meetup 2018 ici, auquel j'ajoute quelque chose qui va être une feature, qui va être sur le PageRank. Je vais donner un pivot de 8, ce qui veut dire qu'un document qui a une valeur de 8 aura un score de 0,5, puisque le score de ma fonction de saturation sera toujours entre 0 et 1. Et donc, cette fonction de saturation, cette feature query va me permettre d'appliquer ce boost de PageRank, qui n'est pas un boost, qui est vraiment un score à part entière, sachant que, encore une fois, je peux booster le côté textuel de ma query ou le côté feature avec des boosts qui peuvent être entre 0 et n, bien entendu, dépendant de quelle importance vous voulez donner à chaque partie de votre requête.
Je finis sur l'intégration dans Elasticsearch 7. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'utilisation dans Elasticsearch 7 ? Le premier gros changement qui est vraiment un breaking change, ça va être que le retour dans la réponse de recherche, on va maintenant avoir le nombre total de documents qui matchent la requête va être retourné comme un objet en JSON. Donc ici, vous voyez que le total a une valeur. Donc la valeur, ça va être le nombre de documents et une relation. Et la relation, ça va être comment est-ce qu'on va interpréter cette valeur. Ici, GTE veut dire greater than equal. Donc ça veut dire, en gros, la requête a matché au moins 10 000 documents ou plus. Le deuxième exemple, ici, ça sera une valeur de 42 avec une relation EQ qui veut dire equals. Et donc ici, ma requête a matché exactement 42 documents. Alors comment est-ce que je contrôle cette précision-là ? Je la contrôle à partir du paramètre qui existait déjà avant, qui s'appelle trackTotalHits, et qui peut être mis sur vrai ou faux. Donc je veux traquer les total hits tout le temps de façon précise. Je veux avoir toujours une relation qui est equal, c'est-à-dire je veux compter je veux compter précisément le nombre de documents qui matchent ma requête. Dans ce cas-là, je mets trackTotalHit à true. Je peux aussi complètement ne pas calculer mon total hit, et dans ce cas-là, je le mets à false. Et dans ce cas-là, ça veut dire que je n'ai même pas de total dans ma réponse, je ne connais pas du tout le total de ma réponse. Et j'ai une troisième possibilité qui est de mettre un nombre à la place de trackTotalHit. Et dans ce cas-là, ça va être le nombre maximal de hits que je veux traquer de façon précise. Et donc, par exemple, une valeur de 1000 voudra dire que je vais regarder les documents qui matchent ma query jusqu'à 1000. Une fois que j'ai vu qu'il y avait 1000 documents qui matchaient, je peux activer l'optimisation dont je vous ai parlé. Et donc, dans le retour, dans la réponse, j'aurai ma limite qui sera setée à 1000 avec la relation qui sera setée à greater than equal si vous avez plus de 1000 documents qui ont matché votre requête. Pour finir, et vraiment dans un souci de faire que cette feature soit le plus utilisée possible et soit surtout utilisée par les nouveaux utilisateurs élastiques, puisque ce qu'on essaie de faire avec cette feature, c'est vraiment de changer la façon dont on voit la recherche dans Elasticsearch. On a mis par défaut une valeur de trackTotalHit à 10 000 documents, ce qui veut dire que si vous essayez Elasticsearch 7 et que vous lancez une requête, vous aurez une possibilité de ne pas avoir un total hit qui sera précis, dépendant du nombre de documents que match votre requête. Un petit mot sur le futur, on a beaucoup d'améliorations qui vont arriver. On parlait tout à l'heure du fait qu'on a des choses qui s'appellent des ghost decay, des script score function, etc., etc. On essaie d'appliquer tout ça à cette optimisation dont on parle. On va avoir bientôt un boost by recency, donc je veux booster les documents qui sont récents. Et je veux bien entendu pouvoir appliquer ces optimisations qui sont je n'ai pas besoin de regarder tous les documents. On va être capable de booster par proximité, c'est-à-dire est-ce que mon document est proche de chez moi? Alors un document qui est proche de chez moi, c'est bizarre, mais est-ce que ce qu'il propose dans le document est proche de chez moi? Et on va utiliser pour ça une structure de données qui est dans Lucene qui s'appelle un BKD tree, que je ne vais pas décrire ici, mais qui est juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'utiliser les listes inversées pour appliquer l'optimisation. On peut utiliser d'autres data structures. Donc on peut étendre le fait qu'on n'ait plus besoin de regarder tous les documents pour vous retourner les meilleurs à plusieurs cas d'usage. La dernière chose qu'on aimerait faire et qui va arriver bientôt, c'est de pouvoir appliquer cette optimisation non plus seulement quand on trie par score, mais aussi quand on trie par valeur numérique. Donc je ne veux plus appliquer un boost par proximité ou par recency, mais je veux simplement avoir les n documents les plus récents. Et quand je fais ça, toujours en utilisant le BKD tree et en utilisant un tie-break sur la vraie valeur numérique du champ, on va pouvoir améliorer ces requêtes, c'est-à-dire avoir des performances bien meilleures sur des requêtes à partir du moment où le total hit count, donc le nombre total de documents qui matchent la query, n'est pas requis de votre côté. Et ça sera tout pour moi, désolé pour le retard.